Mon petit ref, 11 ans, à ses 10 ans, je lui offre une paire de Air Jordan. Il me sourit, il est content. Moi, je suis trop fier. Je lui ai chiné une paire de Jordan 4 rétro, elle est magnifique. Je lui offre un skin Fortnite, une apparence, un avatar. Pendant 2 semaines, il ne cesse de m'en parler. Et je me rends compte que l'apparence de cette génération-là, dans les mondes virtuels, est ô combien importante. Parfois autant importante, parfois plus importante, mais elle n'est pas à mettre en opposition au monde physique. D'ailleurs, on parle pas de réel versus virtuel. Le virtuel et le physique sont complémentaires et font bel et bien partie d'un réel. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Jusqu'ici, j'ai reçu des spécialistes dans les NFT et les cryptos, mais il me manquait un pan essentiel du Web3. Je parle bien évidemment du métaverse. Si vous suivez l'émission, j'ai reçu précédemment un de ses cofondateurs, et vous vous doutez probablement de qui je vous parle. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Neil Robert. Salut Neil. Salut. Merci beaucoup de prendre le temps de venir parler de tout ça avec nous. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas encore et nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Avec plaisir, je suis Neil Robert, donc un des cofondateurs de BEM Builders, donc associé de Paul que tu as reçu. Ouais. On est 6 fondateurs au total, des amis et des associés aujourd'hui. Voilà, d'où je viens. J'imagine qu'il y a plein de questions à venir qui vont te permettre d'étayer. Donc avec plaisir d'être là en tout cas avec toi aujourd'hui. Génial. Bah écoute, je te propose dans un premier temps de nous raconter un peu comment t'es arrivé à l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a été à la sortie de tes études? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cet écosystème? Voilà, que tu nous dises un peu tes ressentis par rapport à ça. Oui, alors l'écosystème Web3 est venu, et c'est normal puisque c'est assez récent finalement plus tard. La première expérience entrepreneuriale, elle est venue après les études. Moi, j'ai fait une école de publicité, l'ESP à Paris, sur 3 ans, un bachelor assez classique. Et après ces 3 années-là, avec un des amis rencontrés pendant le cursus et un autre ami d'un peu plus longue date, on a décidé d'aller en Asie pour monter une agence de com. En fait, c'est les études qu'on a faites qui nous ont, enfin en tout cas moi, qui m'ont orienté et qui m'ont donné une certaine forme de passion pour les métiers de la communication. Et entreprendre peut-être en France ou dans des pays développés, c'était sans expérience plus complexe que ça, pour nous d'aller loin dans un pays en voie de développement, puisqu'on est parti en Birmanie, ça nous semblait être accessible. Voilà. Ouais, alors tout le monde, je pense, ne se dit pas ça. D'ailleurs, en Birmanie, on parle quelle langue? On parle le birman, et puis on parle un peu l'anglais, parce que il y a une communauté quand même d'expatriés, parce que les nouvelles générations forcément apprennent l'anglais, donc c'était pas forcément un problème. Et puis avec le temps, on y a passé presque 10 ans. On parle aussi un petit peu birman. Ouais, j'imagine. Alors effectivement, c'était donc dans la com. Vous aviez déjà un attrait pour le Web3 ou non? Il y a 10 ans, on n'était pas encore là-dedans. Ou en tout cas, nous, non. C'est sûr que si tu remontes à l'origine de la blockchain, certains étaient déjà dans ces considérations-là. Non, nous, c'était plutôt l'aspect marketing. En fait, on a monté une agence de com dans un pays en voie de développement. On a découvert l'entrepreneuriat et découvert ce qu'était finalement la gestion d'entreprise. On n'avait eu aucune expérience professionnelle avant. On est tout de suite passé de l'école du coup à ce projet-là. C'était génial. On était au début 3 dans un appart un peu miteux d'un pays qui sortait d'une dictature militaire. Donc je te passe toutes les anecdotes les plus abracadabrantesques. Donc voilà, l'eau marron, pas forcément du toit sur toute la longueur de l'appart, des rats dans le grille-pain, des chauves-souris dans le salon. Enfin, c'était assez ghetto et franchement, on a adoré parce que on découvrait d'une certaine manière une vie complètement nouvelle pour nous et qui était corrélée avec l'énergie et l'intensité qu'on voulait mettre dans ce projet professionnel. C'était un super projet. On avait début 2021 120 collaborateurs quand même. Donc on est aussi passé d'entrepreneur à manager et à finalement gestionnaire d'une société avec de plus en plus de responsabilités. Voilà, en tout cas c'est plutôt les origines de l'entrepreneuriat pour moi. Ouais, bien sûr. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a fait passer de cette agence finalement à aller dans le Web3 et fonder BEM Builders? Est-ce qu'il y a eu un pont entre les deux? Aujourd'hui, vous êtes à moitié en France, mais tu vas nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? La rencontre, ou plutôt une discussion avec Paul. Paul, c'est un ami à une époque où j'étais encore à Paris pendant les études. On avait monté un blog avec Marc, un de mes associés, donc
et sur le projet BEM Builders et avec qui j'étais en Birmanie qui s'appelait Gnomes Design, où on faisait pas mal de choses autour des sujets créatifs, la production musicale, vidéo, on avait un blog, on a participé au Golden Blog Awards à l'époque, c'était assez cool. Et Paul a fait partie de ce projet-là puisqu'on voulait lancer une ligne de vêtements, notamment de t-shirts, connectés un peu à toutes ces initiatives artistiques. Le projet n'a jamais vu le jour, mais ça fait partie des nombreuses initiatives quand t'es un peu plus jeune. Et on avait justement parlé dans l'épisode où il m'a dit... franchement, c'était génial. Nil t'en dira plus. On voulait contrecarrer un peu l'abondance et de ce qu'on appelait tout ce qui était... trop d'informations sur les blogs où on voulait faire seulement un article par jour, et puis toute cette notion de mode avec des mises en avant d'artistes des temps modernes. Et nous on avait pris les artistes du 19e siècle, genre les écrivains Victor Hugo, George Sand, Alphonse Lamartine, etc., et on les associait à leurs citations les plus cool, type la créativité c'est l'imagination en érection de Victor Hugo. Aujourd'hui ça ferait encore tellement sens, et donc on voulait mettre ça en avant. Et puis bref, pour revenir sur ta question, donc ça, c'est une discussion qu'on a avec Paul qui m'initiait à des sujets vraiment tech autour de la blockchain. La raison pour laquelle on amène à se capter à nouveau, c'est que le 1er février 2021, il y a eu un coup d'État en Birmanie. Et du coup, les militaires ont repris le contrôle du pouvoir. Le pouvoir a été mis en prison et c'est devenu une sorte de guerre. En fait, un coup d'État amène forcément des violences, etc. Donc, il était assez logique de revenir. En tout cas, de sortir du pays. Nous, on a décidé de revenir en Europe pour décider un peu de l'avenir, comment on allait appréhender notre sortie du pays et comment on allait finalement créer notre futur. Plus en Birmanie, mais du coup là qu'on avait décidé de faire en Europe. Ouais, et alors comment ça s'est passé? Est-ce que tu me disais que vous étiez plus de 100 collaborateurs? Est-ce que vous avez complètement arrêté l'agence suite à ça? Comment ça s'est un peu déclenché? Est-ce que les employés c'était plutôt justement on dit des Birmans? Des Birmans. Ouais, est-ce que c'était plutôt des Birmans ou il y avait des expatriés un peu comme vous, ou comment Un mix. Les expatriés ont eu la chance de pouvoir soit retourner chez eux parce que finalement un billet d'avion était de retour à la maison, ça reste finalement un avantage. Pour les Birmans, ils n'avaient pas quitté leur pays. En tout cas, tous n'avaient pas les moyens de le faire. Et nous, on a opéré une transition où on a redonné les clés de notre activité à notamment 2 membres de l'équipe, 2 nanas incroyables dont je suis admiratif, fier et que j'aime par-dessus tout, qui étaient de l'équipe depuis de nombreuses années et qui ont dit nous on est chaud de reprendre le projet. Donc on a opéré une transition, on a laissé tout ce qu'on pouvait sur place, les assets, les clients, le cash, etc. Et aujourd'hui, alors ça s'est fait par étapes, il fallait aussi les amener à être finalement dirigeants d'entreprise, parce que c'est quand même très différent quand t'es de l'autre côté. Même si on essayait d'être tous unis, ça reste des responsabilités vraiment différentes, et de les préparer à ça. Et puis aujourd'hui, elles gèrent. Alors l'équipe est bien réduite parce que c'est plus les mêmes budgets, c'est plus les mêmes situations, la situation économique du pays n'est plus la même. Mais aujourd'hui, on est incroyablement fiers de voir que elles gèrent une trentaine de personnes, elles ont des nouveaux clients, des grosses marques, elles font des campagnes publicitaires comme on en faisait. Et donc ça, c'était une vraie fierté. Et puis nous, de l'autre côté, on a pris le temps de finalement considérer un nouveau projet. Cette première expérience entrepreneuriale nous a amené à vouloir en initier une autre. Et puis avec Paul, discussion sur tout ce qui était conséquences des nouvelles technologies. Blockchain avec une interprétation NFT artistique, avec les mondes virtuels, donc les métaverses décentralisés, et lui avec un aspect très tech, moi avec un aspect très marketing. Tout de suite, il y a eu pour nous, il y avait une opportunité de se lancer à 100% dans ces sujets-là et de créer BEM Builders. Ouais. Donc tu me disais que vous vous êtes retrouvés à 6, donc t'as récupéré tes cofondateurs de la première agence. Voilà, Marc et Thibaut. Ouais. Et donc après, vous avez rejoint Paul, Quentin et Adrien, qui donc à nous 6, nous formons l'équipe cœur de BEM Builders, avec des complémentarités finalement en termes d'expérience. Et donc Paul, que tu connais bien, profil très tech. Thibaut, qui a un profil assez polyvalent et qui a une compréhension de la prod. Marc plutôt administrative, Quentin stratégique et Adrien créative et architecturale, puisque lui-même était archi avant. Donc il y a vraiment
toutes les expériences nécessaires pour nous à lancer ce projet-là, sans forcément déjà penser équipe, croissance. On était là plutôt pour tenter de connecter ce qu'on avait en croyance forte avec un cas d'application qui devait faire ses preuves. Ouais. Alors aujourd'hui, même si on n'est pas trop dans le Web3 et a fortiori dans le métaverse, tout le monde a entendu un peu parler. On sait que c'est des sujets plus ou moins complexes à aborder et qui ont fait beaucoup de bruit, notamment avec le méta de Facebook. Comment vous avez un peu fait pour tester votre proposition? Comment faire un peu votre premier MVP, voir s'il y aurait une traction et finalement vous lancer à temps plein là-dessus? Quelles ont été un peu les premières étapes? Alors nous, l'objectif était d'accompagner les marques du monde physique dans ces mondes virtuels. Maintenant, des créations d'expériences dans les mondes virtuels ne nécessitait pas forcément la collaboration avec une marque. Donc, créer des bâtiments dans CryptoVoxel où on exposait de l'art, notamment parce que Paul est artiste, c'était accessible. On pouvait faire nos armes avec ces initiatives-là. La véritable finalement évolution a été le jour où on a onboardé une marque grand public dans une expérience sur les mondes virtuels. Et ça, c'était pour nous confirmer ce qu'on a toujours eu comme croyance, c'est-à-dire que demain, toutes les marques, toutes les institutions, les artistes, et on va en parler, mais ma croyance est que toute personne aura une présence dans les mondes virtuels. Et donc, les marques avaient un double enjeu pour elles d'aller explorer des nouveaux canaux, des nouveaux univers. Et puis aussi, et je pense que c'est le plus important, avoir un rôle d'aller démocratiser les usages du virtuel. Parce que moi, quand j'en parle à mes potes depuis plusieurs années, acheter un terrain dans les mondes virtuels, les gars, préparez-vous, ça va être génial. T'en convaincs 2 ou 3 les plus explorateurs intrinsèques, mais par contre, quand une marque vient proposer une expérience dans les mondes virtuels, sur le métaverse, pour reprendre le terme, bah là tout de suite elle fédère des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes, et puis demain ce sera des millions et ainsi de suite. Ouais, bien sûr. Alors pour parler un peu financement, parce que bien sûr vous êtes quand même 6 à travailler sur le projet, donc au début, donc effectivement tu me dis que vous pouviez faire un peu pour vous faire finalement la main sur des projets qui nécessitaient pas de partenariat financier avec des marques. Quel était un peu le modèle un peu au début? Comment vous avez pu vous dire que oui, il y aurait vraiment quelque chose à faire? Parce que même si effectivement sur on va dire le livre blanc, on comprend bien qu'il y a vraiment une stratégie long terme et qu'il y a des choses à faire. On voit bien comment évoluent les choses, notamment avec l'intelligence artificielle. On se doute que la présence en ligne, qui est déjà quasi existante, va a fortiori l'être de manière complètement digitalisée. Comment vous avez pu tester ça et vous rassurer là-dessus? Alors, nous, c'est un service qu'on vend aux entreprises, aux marques, comme une agence. On n'aime pas le terme agence parce qu'on veut pas entrer dans les considérations à l'âge de la pub où il y a une relation qui est un peu particulière entre les annonceurs et les prestataires de services. Nous, on a vraiment envie d'aller créer de la valeur ensemble avec la marque. Surtout pour des marques qui, à l'époque, si on remonte à la genèse, ne maîtrisaient pas du tout les codes encore de ces univers virtuels qui impliquaient des communautés d'un nouveau genre, avec une nouvelle manière d'agir, de communiquer. Bien sûr. Et du coup, à partir du moment où tu convaincs une marque, eh bien, elle finance ce projet-là. Donc nous, on était tout de suite dans un modèle où on était dans la capacité de se rémunérer. Puis ensuite, c'est du serviciel, donc plus de clients, plus de rémunération. Et puis aujourd'hui, en plus, on est venu faire une levée de fonds, donc qu'on a annoncé en début d'année. Nous sommes en mai 2023, au cas où tu sortirais l'épisode plus tard. Donc début 2023, on a fait cette levée de fonds qui nous a permis d'anticiper une croissance à vitesse un peu plus accélérée, recruter du monde et préparer finalement ce qu'on imaginait être l'avenir pour nous, c'est-à-dire pouvoir être en capacité d'accompagner beaucoup plus de marques en parallèle de quoi, et notamment initié par des profils plus tech chez nous comme Paul ou Quentin, de pouvoir préparer la création d'un produit qui viendrait scaler ce service-là. On le sait, mais quand tu fais une levée de fonds, il y a aussi une notion de scalabilité, ce terme qui remplit beaucoup de decks de levée de fonds. Et pour nous, c'était aussi important d'anticiper ce que demain l'outil allait pouvoir faciliter ou créer comme valeur sur un service aujourd'hui qu'on est en train de déployer. Aujourd'hui, on teste des choses avec des marques et puis on observe ce qui marche moins, on essaye d'en tirer les conséquences suffisantes pour demain le traduire sous forme d'outil.
Ouais, bien sûr. Au regard de ça, quelles ont été un peu les premières difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que c'est plus pour convaincre les marques? Est-ce que c'est plus d'un point de vue technologique? Est-ce que c'est une question de timing? Est-ce que ça aide plus avec les personnes qui sont les destinataires finaux, c'est-à-dire les consumers, quoi? Quelles ont été un peu vos problématiques? Convaincre les marques, non pas sur le discours charmeur de Strass et Payet, le métavers c'est un monde incroyable. Je pense que tu l'as vu, hein, pas un magazine ne titrait pas une grande marque et une initiative dans les mondes virtuels ou le métaverse. Par contre, le fond, la réflexion stratégique derrière. Aujourd'hui, le métaverse, c'est presque un mot qu'on n'a plus envie d'employer parce que il veut tout dire et en même temps très difficilement compréhensible. On l'associe à méta, mais en fait on se rend compte que ce n'est pas que ça. Est-ce que Fortnite peut être considéré comme un métaverse? Est-ce que le métaverse n'existe que sous une forme décentralisée? Alors je sais pas si c'est utile pour les personnes qui écoutent ce podcast, mais donc moi je dis souvent que le métaverse n'existe pas. On parle de plateformes virtuelles. À partir du moment où elles sont, on va dire, en capacité d'accueillir du multijoueur, et par joueur, je parle finalement de multi-avatar, avec un côté synchrone, c'est-à-dire qu'on est au même endroit au même moment, pouvoir interagir, on est déjà sur une forme d'univers métaverse, puisqu'en fait c'est une version immersive de ce que les réseaux sociaux pourraient être, avec des critères un peu complémentaires. Mais du coup, le métaverse n'existe pas, donc il existe des plateformes et toutes ont leurs avantages pour les marques. Et effectivement, nous, on pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a des avantages. Peu importe la plateforme que l'on choisit, il faut être dans une capacité d'adapter l'expérience et la plateforme choisie par rapport aux besoins de la marque. Mais effectivement, au début, il fallait expliquer. Mais le métaverse, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Tout le monde n'a pas une considération similaire. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas au courant qu'aujourd'hui, sur ces plateformes-là, si on prend le cas d'un Roblox ou d'un Fortnite, il y a des dizaines de millions d'utilisateurs quotidiens sur ces plateformes-là. Et tout le monde ne le sait pas. Et du coup, quand on explique pourquoi, les besoins et la nécessité d'aller explorer ces univers-là, petit à petit, on arrive à évangéliser ces sujets et du coup ensuite passer à des plans d'action. Alors justement, pour davantage préciser, c'est vrai que depuis le début, je parle comme si les auditeurs savaient de quoi il en retournait. Moi, je connais BEM Builders, donc forcément, c'est différent. Mais est-ce que tu peux expliquer, concrètement, quelles sont un peu les prestations que vous délivrez auprès de vos clients, en quoi vous les accompagnez par expérience? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu peux un peu nous donner des exemples? T'as situé des métaverses indépendants, t'as cité Fortnite qui est un jeu vidéo. Bon, il y a des corrélations, mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement ce que vous pouvez faire, donner des exemples? Avec plaisir. Nous, on a une fonction qui est à la fois notre passion et notre service, donc qui devient notre expertise, c'est accompagner les marques dans leur immersion sur les mondes virtuels à travers des expériences. Nous, on crée des expériences. Les expériences peuvent être temporaires ou long terme, à portée d'une cible qui se trouve déjà sur la plateforme, parce que ce sont des plateformes communautaires, ou d'inviter les cibles des marques à venir découvrir des nouveaux univers. Elles peuvent être sous la forme de divertissement, de gaming, d'interaction sociale. Elles peuvent être événementielles, elles peuvent être sous forme d'exposition artistique. En fait, peu importe la forme que prend l'expérience, une expérience dans le monde virtuel a des piliers pour une réussite. Et nous, on essaie justement au fur et à mesure de s'adapter, de comprendre, de maîtriser. Donc les marques, on va venir créer une expérience pour elles dans les mondes virtuels et autour de ce service-là que l'on fait en interne, c'est-à-dire la réflexion, la création, ça nécessite du design, du développement, de l'intégration, de la gestion. Autour de ça, on va avoir une partie plus d'accompagnement stratégique, réfléchir ensemble. Comment, pourquoi, à quelle portée. Et puis autour de l'expérience, il va y avoir toute la notion de la communauté, les composantes de l'expérience. Tu as reçu différentes personnes sur les sujets des NFT associés au Web3 en général. Ça peut être des composantes de l'expérience. Donc nous, le but, c'est de te concentrer sur l'expérience et ensuite de co-construire avec justement ces acteurs-là une stratégie la plus complète possible.
Alors, tu me parlais effectivement de scalabilité, donc qui est synonyme complètement de croissance. Maintenant que vous êtes établi et que vous avez plusieurs partenariats, comment vous imaginez la suite? Comment vous comptez justement amorcer cette croissance? Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous comptez faire un peu? Quel est votre roadmap là-dessus? Alors du coup, la levée de fonds nous a permis de recruter une équipe. Aujourd'hui, on est une petite trentaine. Ça nous permet du coup d'être beaucoup plus disponible et de pouvoir tenter à nouveau des nouvelles choses sur des marques, des projets, lancer finalement ce qu'on pourrait appeler des phases d'exploration, puisque c'est aussi important. Nous, en parallèle de ce que l'on fait pour les marques, on initie énormément de choses qui ne sont pas commerciales, mais qui nous permettent d'aller appréhender les nouveaux usages, de nouvelles plateformes. On parlait de l'expérience dans le virtuel, c'est intimement lié au déplacement par exemple de l'avatar dans un monde virtuel qui est différent de ton déplacement dans le monde physique, mais du coup l'impact sur l'architecture, l'impact sur l'interaction sociale, l'impact sur des industries particulières comme la mode et les défilés, l'art et la muséographie, etc. Donc tout ça c'est à repenser. Ouais. Quand on comprend ça, eh bien effectivement, on a la capacité d'aller venir maîtriser certains sujets comme l'architecture de l'antigravité, l'importance de l'apparence portée pour les nouvelles générations dans le virtuel, en opposition ou en complément plus qu'en opposition au monde physique, etc. Donc ça, c'est une phase qu'on aime justement pouvoir alimenter. Et puis, comme je t'en parlais, le développement d'un outil avec, là, pour le coup, une équipe beaucoup plus tech qui est recrutée à des fins de sortir un produit dans plusieurs mois qui nous permettrait de faire ce que l'on fait actuellement de manière automatisée. Ok. Ouais, donc un peu un outil constructeur, un peu... Voilà, d'expérience. Ouais. Ok. Et donc, qui serait à la main des clients qui eux-mêmes pourraient construire, ou c'est vous en interne ce qui vous permettrait de construire beaucoup plus rapidement les expériences pour vos clients? Plusieurs phases. La première, effectivement, est déjà de sortir un outil qu'on va pouvoir utiliser nous. Ouais. Et ce sera la meilleure manière de le peaufiner puisqu'on le fait de manière artisanale aujourd'hui et demain de manière plus automatisée. Il y aura forcément un ratio et un juste équilibre à trouver. Et puis, on ne sait pas. Aujourd'hui, on est en phase de développement. Demain, on sera peut-être effectivement dans la capacité de transformer ce produit pour qu'il soit utilisé par un plus grand nombre. Mais chaque chose en son temps. Je pense qu'on est encore dans un marché en formation. Bien sûr. Ce serait prétentieux de savoir ce qui va se passer dans plusieurs années et comment cet outil pourra être à la portée de chacun. Je préfère me dire qu'on a aujourd'hui assez d'expérience pour maîtriser la création d'activation pour des marques dans les mondes virtuels, pour des grandes marques. Tu me posais la question, c'est quoi ces expériences? Pour Orange, d'aller avec des safe zones, lutter contre le cyberharcèlement au sein des communautés Fortnite, ou d'aller créer des expériences pour Carrefour dans des métaverses décentralisés où les consommateurs détiennent les avatars qui leur permettent de jouer et de financer la Fondation de France qui préserve l'écosystème des abeilles dans un univers et à la fois virtuel et physique. Ça sont des choses magiques, mais qui sont en fait des explorations de ces dernières années. Demain, quand le marché sera plus mature, quand les projets seront plus long terme, on pourra peut-être anticiper un peu plus. Mais aujourd'hui, c'est un marché en formation. On est en train d'explorer en même temps qu'on définit ce qui marche moins. Et cet outil-là, il sera à usage dans un premier temps interne. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que tu penses qui va être difficile? Quelles vont être un peu les embûches futures? Est-ce que vous êtes un peu projeté, savoir quels sont un peu les verrous que vous allez devoir casser, les difficultés auxquelles vous allez devoir vous confronter? L'appréhension de la technologie. Ouais. Si je te parle de métaverse, peut-être pas toi, t'es assez initié, mais beaucoup feront référence à l'univers immersif virtuel, ce qu'on appelle la réalité virtuelle, souvent avec le casque, etc. Aujourd'hui, les plateformes virtuelles dont on parle peuvent être accessibles depuis soit un ordinateur avec une technologie classique de jeu à travers le clavier et l'écran, d'autres sous forme de réalité mixte ou augmentée. Avec ton téléphone, tu apportes un nouveau regard sur un monde physique. Et puis effectivement, la réalité virtuelle en fait partie, encore plus immersive d'ailleurs. Mais aujourd'hui, peu de personnes ont un casque de réalité virtuelle chez eux, donc il faut aussi comprendre qu'on peut aborder des mondes virtuels centralisés ou décentralisés à travers des des terminaux plus accessibles qu'on détient déjà. Donc la technologie, c'est une considération importante. Il faut
essayer de l'invisibiliser, comme le dirait Quentin, l'invisibilisation de la technologie, ce terme qui n'existe pas, je le trouve génial, parce que demain, quand la techno est invisible, l'usage prime. Et c'est là que ça devient intéressant. Je pense que c'est la même chose pour les NFT, pour la crypto et pour la blockchain en général. Et le métaverse, aujourd'hui, on essaye d'en retirer finalement un maximum l'usage, parce que je préférais parler de monde virtuel immersif en fonction des différentes technos. Donc, 1, la technologie. 2, la compréhension que les nouvelles générations sont déjà dans une considération ô combien importante de leur apparence, de leurs interactions. Je donne toujours la même anecdote. Désolé, je vais à nouveau la répéter ici, mais je la trouve tellement parlante. Mon petit ref, 11 ans, à ses 10 ans, je lui offre une paire de Air Jordan. Il me sourit, il est content. Moi, je suis trop fier. Je lui ai chiné une paire de Jordan 4 rétro, elle est magnifique. Je lui offre un skin Fortnite, une apparence, un avatar. Pendant 2 semaines, il ne cesse de m'en parler. Il est excité comme jamais. Et je me rends compte que l'apparence de cette génération-là, qu'on dit alpha, dans les mondes virtuels, est ô combien importante. Parfois autant importante, parfois plus importante, mais elle n'est pas à mettre en opposition au monde physique. D'ailleurs, on parle pas de réel versus virtuel. Le virtuel et le physique sont complémentaires et font bel et bien partie d'un réel. Et ça, c'est très important de le comprendre. Aujourd'hui, l'interaction sociale, des études Roblox montrent que une majeure partie des personnes, je crois, on parle de 7 personnes âgées de 12 à 15 ans, ont déjà dépensé $100 dans l'acquisition d'un asset unique sur Roblox. Putain, mais quand t'as 13 ans, $100, c'est énormément d'argent. Et pourtant, ils le dépensent dans le virtuel. Peut-être qu'ils ne le dépensent pas même dans le physique. Donc, je pense qu'il faut considérer ça. Maintenant, il y a 2 cas de figure. Premier, un peu comme ce qu'on appelle les vieux jeux de notre génération où je me distance, voilà. Et du coup, tu veux pas en entendre parler, ça te fait peur et du coup, t'es à côté de ce qui est inéluctable. Les réseaux sociaux, l'évolution, ce sera les plateformes et les mondes immersifs. Ou alors tu te dis, je veux être partie prenante parce que je veux créer de la valeur positive, je veux créer une sorte de d'avantage vertueux et du coup, tu es justement dans l'action. Les marques ont un rôle à jouer, les plateformes ont un rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer et nous, on pense faire partie justement de ces acteurs-là. Alors, je voudrais qu'on parle effectivement avant de passer à la partie suivante de l'écosystème de façon générale et quand même d'un poids lourd qui a fait beaucoup parler de lui et qui est forcément Meta, qui fait plus ou moins de bien, je pense, à l'écosystème puisqu'ils ont une vision qui est quand même particulière, en tout cas qui est vraiment orientée. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de cet écosystème, des liens qui sont faits entre eux? Est-ce que c'est tout le monde marche de la même façon? Est-ce qu'il y a quand même des chasses gardées, des gros groupes comme Meta qui se positionnent un peu de leur côté et qui essayent de faire monter leur projet? Quelle est ta perception de tout ça? Moi, je suis un défenseur d'un monde décentralisé, forcément cette passion qu'on partage pour le Web3. Du coup, pour moi, les univers immersifs décentralisés vont un jour former un ensemble. D'ailleurs, je pourrais te parler d'une initiative qu'on a essayé d'adapter à plusieurs plateformes décentralisées et qui amènent l'utilisateur à aller se balader de l'une à l'autre sur une même expérience. Donc, la formule Meta, elle a forcément des avantages, celle de pouvoir toucher un grand nombre de personnes, donc démocratiser l'usage des mondes virtuels à un très grand nombre d'utilisateurs. Maintenant, leur modèle économique est beaucoup plus aligné avec ce que les acteurs du Web 2 font, en récupérant une majeure partie de la valeur. Ils parlaient justement à l'époque d'un 47-53%, je crois qu'il y avait un ratio assez similaire, ce qui n'est pas du tout le cas des plateformes décentralisées. Donc, la question se pose, que fais-tu de ta donnée? Est-ce qu'elle doit être justement type métadonnée ou données classiques? Est-ce que tu peux l'utiliser toi en tant que propriétaire de la plateforme? Est-ce que la création de valeur doit apporter le fruit, en tout cas doit revenir au créateur ou au propriétaire? Qui est propriétaire finalement? Il y a beaucoup de considérations. Donc, je sais pas si ça fait du mal, si ça permet de démocratiser, si ils se sont accaparés le terme méta et du coup, ils brouillent un petit peu les pistes.
c'est peut-être là où il faut faire attention, il faut comprendre le terme métaverse. Métaverse, ça n'est pas seulement méta. Le métaverse, comme moi je le dis, n'existe pas, donc essayons de faire la distinction entre les plateformes et leur fonctionnement même technologique. Et puis eux ont joué la carte de la réalité virtuelle, et il est vrai que tout le monde n'a pas un casque de réalité virtuelle, donc il y a peut-être finalement un côté où pour l'instant ils n'ont pas le succès escompté. Ouais, bien sûr. Alors, pour répondre à tout ça, qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Comment on va répondre à toutes ces problématiques-là? Comment on va emmener finalement les gens dans cet écosystème, les accompagner, les un peu pas dédramatiser, mais voilà, en tout cas, faut prendre conscience que voilà, on s'oriente pas vers quelque chose de 100% digital et qu'on se coupe de la réalité et que ça va amener des travers, voilà, un peu casser les mythes. Comment vous anticipez ça? Comme nous, on parle surtout à des marques du monde physique, naturellement, après un passage dans le virtuel, il faut qu'elles reviennent là où elles existent en premier lieu. Donc on n'est pas là pour dire tout le monde doit aller dans le virtuel et on s'isole dans le virtuel, mais plutôt utilisons le virtuel comme un passage, comme une opportunité de divertissement, d'activation, qu'elle soit temporaire ou long terme, comme un canal finalement. Et il est complémentaire à ce qui pourrait se passer dans le monde physique. Donc on essaye d'utiliser toutes les plateformes. Nous, on est ce qu'on appelle agnostique. On crée autant des expériences dans The Sandbox que dans Fortnite, dans Spatial que dans CryptoVoxel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on comprend et on s'adapte à ces plateformes-là pour des marques très différentes les unes des autres, donc avec des finalement expériences très différentes. Et on essaye de le faire de manière stratégique, c'est-à-dire avec soit un côté vertueux dans ce que l'on génère comme expérience, notamment dans la structure. Je te parlais tout à l'heure des études que l'on fait, la publication de notre manifeste de l'architecture de l'antigravité qui amène à reconsidérer un espace. Bordel, pourquoi on trouve un canapé et des escaliers dans le virtuel? J'ai pas besoin de me reposer dans le virtuel, j'ai pas besoin de monter d'un étage à l'autre par des escaliers, je peux voler, je peux sauter, mon comportement change et nativement je vais être amené à découvrir des choses. Donc non, il faut arrêter de penser que c'est simple, il faut aussi l'aborder de manière un peu intelligible et creuser aussi le comportement et les piliers structurels qu'une expérience doit avoir par nature. Donc ça nous intéresse beaucoup et ça donne, je pense, un pilier, une base assez solide, positive aussi pour l'accessibilité demain. Donc plusieurs marques, plusieurs expériences, plusieurs plateformes. On n'en oublie pas que ces marques-là existent dans le monde physique. J'espère que c'est un bon cocktail en tout cas pour donner un maximum de chance à ce que tout le monde y trouve son compte. Ouais, complètement. Alors s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent éventuellement se lancer, alors je vais dire le métaverse, même si depuis tout à l'heure tu me dis que ça n'existe pas, mais bon, je suis obligé. C'est bien, c'est plus simple. C'est plus simple. Qui veulent se lancer dedans, ou un peu plus largement dans le Web3, mais bon, on va quand même rester dans cette niche-là. Qu'est-ce que tu referais si tu devais recommencer from scratch un projet là-dedans? Alors le projet BEM Builders, je le referais avec un engouement, une énergie, sans doute, et sans douter, beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus puissante. Ce que j'aime observer, si je me replonge il y a quelques années quand on était justement au début de cette initiative-là, je me dis, c'est quand même incroyable. J'ai un pressentiment, celui qu'on partage avec Paul à la base, que tout le monde va avoir une présence dans ces mondes virtuels. Pourquoi, au début, on aborde les choses de manière à tatillon, avec des pincettes, à tenter des choses, à tenir un discours, mais être facilement à peut-être avoir plus de recul. Tout est en formation. On y croit, on l'observe, il faut y aller à fond. Il faut prendre de la place, il faut pouvoir aller parler à tout le monde sans peur, sans crainte que c'est l'avenir, et ceux qui vont critiquer ne doivent absolument pas influencer notre évolution. Ceux qui vont avoir peur, il faut leur expliquer qu'il y a quand même un rôle à jouer, et peut-être même d'ailleurs leur dire que c'est ceux qui ont peur qui vont pouvoir apporter encore plus de valeur aux initiatives. Ce que je referais si tout était à refaire, et pour toute personne qui aimerait se lancer aujourd'hui, c'est bien évidemment, il faut croire que les mondes virtuels ont un rôle à jouer demain, mais je pense qu'aujourd'hui, moi je porte ce message-là. Il faut y aller à fond avec l'envie de venir apporter de la valeur dans un écosystème où tout est en formation.
Et cette valeur-là, elle est basée sur ce que l'on fait. Elle est pas basée sur ce que l'on dit, elle est pas basée sur ce que l'on croit. Tout est en train d'être construit. Et en faisant, aujourd'hui, en initiant, en tentant des choses, on vient en fait créer cette valeur-là. Ouais. Tout ce qu'on voit se faire, se générer aujourd'hui était peut-être impensable il y a encore quelques mois, il y a encore quelques années, et ça vient déterminer des nouveaux critères, des nouveaux piliers. Et je me demande pourquoi on n'a pas pensé à ça plus tôt, pourquoi certaines choses que l'on fait aujourd'hui, on les a pas initiées plus tôt. Je suis très fier de ce que l'on a fait. Encore une fois, je suis pas en train de regretter. Mais comme ta question, c'est qu'est-ce que l'on ferait si on devait repartir from scratch? Eh ben, j'ai envie de dire, on referait tout avec une intensité fois 200. Ouais. En tentant tout et beaucoup plus de choses, puisqu'aujourd'hui, on découvre que ça porte ses fruits. Mais on le fait presque plus tard. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait un échec que tu as connu avec Ben Builders ou un peu avant que tu aimerais nous partager, qui ont un peu eu des répercussions sur ta façon de faire aujourd'hui? Alors je pense que Ben Builder c'est trop jeune pour parler d'échecs, mais je t'en ai un peu parlé. C'est pas le sujet du podcast du jour, mais moi j'ai vécu une sorte de traumatisme avec la fin de mon expérience entrepreneuriale en Birmanie. Ouais. On pouvait pas anticiper un coup d'État, ça c'est certain. Mais par contre, tout perdre du jour au lendemain alors que pendant 10 ans tu développes un projet qui t'amène à avoir quand même une vraie considération parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a beaucoup d'expérience, parce que tu as, je t'en parlais, une équipe, parce que tu as des assets, parce que tu as construit toute ta vie sur justement un secteur et dans un marché. Quand ça s'arrête du jour au lendemain, tu dis putain, peut-être que ça m'a enrichi, mais il y a quand même une notion d'échec. C'est probablement le plus gros de mes échecs. C'est un échec qu'on a partagé avec Marc et Thibaut. On regrette pas, on est reparti de zéro. On reprend tout et aujourd'hui on est super fiers de cette expérience de Ben Builders. Si c'était à refaire, bien évidemment, on prendrait le temps de peut-être, comme on appelle, mettre des filets de sécurité, de préparer et de se préparer à toute éventualité. Quand tu développes un projet pendant 10 ans, c'est quand même dommage de te dire que du jour au lendemain tu peux tout perdre. Et encore une fois, c'est un parti pris. On voulait jouer all-in comme on dit. On voulait tout laisser sur place aux personnes qui reprenaient le projet. On aurait pu faire les choses différemment, mais c'est aussi éthique et très émotionnel la manière dont on est sorti du pays, ou plutôt dont on nous a amené à sortir du pays. C'est un échec, assurément. Je ferai les choses avec peut-être une projection un petit peu plus à risque, comment on se prépare à des éventualités. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on fait les choses à fond et que c'était un enrichissement. Vous avez justement cette perspective-là sur Ben Builders, de réfléchir à comment ça peut tourner, comment vous pouvez vous retourner, regarder. Bah tu vois, l'expérience précédente, on l'a développée en bootstrap, sans levée, sans financement extérieur. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a généré était réinvesti pour continuer de grossir. Et puis, après un certain nombre d'années, tu commences quand même à générer de la valeur. Comme je t'en parlais, c'est devient une grosse équipe, t'as des assets, etc. On a décidé avec Ben Builders d'être beaucoup plus rapide, justement aussi pour ça. C'était pour se prémunir de certaines situations. Et on a à peine avant l'anniversaire, le 2e anniversaire, on fait une levée de fonds qui nous permet d'avoir du cash pour justement faire grossir les équipes, pour avoir déjà l'anticipation de développer la tech qui va accompagner le développement et la croissance. Donc oui, on est déjà dans l'exécution. Fruit de l'observation de notre précédente expérience. Ouais, bien sûr. Et alors, au regard de tout ça, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voulait se lancer, alors on en a déjà évoqué avec ce que tu referais différemment, mais voilà, si demain, toi, tu devais mentorer quelqu'un, par quoi tu commencerais, qu'est-ce que tu lui dirais, un peu les premiers mots? Faut pas croire en la perfection. Et je pense qu'une chose mal faite vaut mieux qu'une chose pas faite. Et j'aime cette idée de penser à ce que tu vas faire pendant plusieurs jours. Et enfin, quand tu as l'impression que c'est clair dans ta tête, le faire sera jamais aussi puissant et utile que de le faire au moment où tu l'as. Et même si l'idée est pas encore parfaite, tu la développeras en fonction et de la longévité que tu veux y donner à l'action. Donc, c'est un peu, effectivement, comme tu le disais, lié à ce que je referai sur Ben Builders. On a été trop lent. Okay. Au début, on a été trop lent, on voulait faire des choses en fonction des critères qu'on avait, les croyances, les passions, l'image qu'on voulait donner. On s'en fout de tout ça. Fais les choses, viens poser ta première pierre à l'édifice, viens définir ta place, viens d'ailleurs même en parler. On en parle tout à l'heure sur le sujet du podcast, comment t'es présent sur les réseaux, l'image que tu donnes.
il y a des moments où c'est aussi important de venir prendre sa place et t'as pas besoin d'une légitimité de dingue, t'as besoin d'avoir fait des choses, d'en parler, peut-être qu'en parlant ça va générer de la valeur et c'est tellement plus important. Ouais, c'est sûr. Alors justement, comment tu penses qu'on peut combattre ça? Parce que finalement c'est un mal qu'on connaît à peu près tous. Comment on fait pour pas avoir passé par cette case d'idéation infinie qui nous empêche de mettre le premier pied finalement à l'étrier? Comment tu combattrais ça, toi? Eh bien, il y a toujours cette dualité entre quand tu es dans le fait de peaufiner une idée, ce qu'on appelle la recherche de la perfection, te poser la question, n'est-ce pas plutôt un manque de confiance en soi? Je pense que quand tu te poses la question, c'est que déjà t'as la réponse et à ce moment-là, fais-le. Parce que c'est probablement ce recherche de la perfection qui t'amène à comprendre qu'en fait c'est juste que t'es pas certain et le faire serait beaucoup plus rapide. Ouais. Je parlais de mentorat. Vous avez des mentors extérieurs à BIM Builders, alors l'écosystème est assez jeune, donc mais pas forcément dans le Web3, mais un peu des personnes qui peuvent vous driver, un peu vous rassurer sur voilà, même s'ils partagent pas nécessairement vos croyances ou du moins vos convictions, voilà, vous dire un peu vous guider là-dedans. On a l'avantage d'être 6. Ouais. Et t'en connais plusieurs et encore une fois merci d'avoir honoré notre invitation des 2 ans. Tu nous as rencontrés, je pense que tu l'as vu, on est différents en tout point, mais qu'est-ce qu'on est complémentaires et je les appelle mes frérots, je les aime par-dessus tout, ils sont ma première source d'inspiration. On a la capacité de prendre du recul sur nos développements personnels respectifs, mais quand on est ensemble, mais moi j'en apprends mais tous les jours à leur contact et d'ailleurs il est essentiel, j'admire ce qu'on appelle les solopreneurs. Oh, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est courageux, je serais incapable de monter un projet tout seul. En revanche, avec eux, je me sens surpuissant. La seule chose qui m'a limité dans ma précédente expérience, c'est la guerre. Rien d'autre m'a limité. Une bonne raison. C'est vrai. Et pourtant, on repart de zéro, on reconstruit tout, et j'ai une confiance vraiment sans précédent à leur contact. Ils sont tellement inspirants. Et avec justement des sources d'inspiration différentes. Je prends toujours l'exemple Marc, donc un de mes associés, qui est notre directeur administratif. Il a comme ikigai, tu vois ce que c'est l'ikigai? Il a comme ikigai rendre les gens heureux. Mais bordel, quand tous les matins tu te réveilles avec ça comme mantra, mais c'est incroyable. Ça veut dire que ton quotidien, tu le passes à être dans une générosité vertueuse et je ne peux qu'être inspiré de ces mecs-là. Parce qu'ils sont, mais incroyables. Et je pense que c'est eux, en fait, mes mentors. Même si on n'a pas cette notion de supervision ou de t'es au-dessus de moi, non, il y a plus un côté, on échange et on apprend les uns des autres. Et puis on est différents, donc c'est aussi très enrichissant. Bien sûr. Alors c'est très drôle parce que Paul a mentionné aussi l'ikigai dans son épisode. J'aurais dû. Ah non, il est pas sorti. Non, il est pas encore sorti. Tu pouvais pas savoir. Ça. T'inquiète. Non, mais c'est très intéressant. Vous l'avez pas abordé de la même façon. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vivement à aller voir ce que c'est. Donc sauf erreur de ma part, donc c'est japonais de mémoire. Oui. Et donc c'est une façon de trouver un équilibre entre différents pans de la vie personnelle et professionnelle et de se trouver au bon endroit pour atteindre effectivement cet équilibre-là. C'est très intéressant. Je vous invite à aller vous documenter là-dessus. Bah écoute, génial. Est-ce qu'il y aurait une idée, un concept ou même un produit que tu aurais aimé développer dans ta carrière jusque-là, mais dont tu n'as pas forcément eu le temps, on va pas dire que tu regrettes, mais voilà, que tu aurais potentiellement aimé pousser ou que tu gardes un peu pour plus tard, voilà, quelque chose vraiment qui te botterait? Alors moi, j'ai une fascination dans cet écosystème Web3 que je pense beaucoup d'autres personnes ont aussi. C'est le projet initié par les fondateurs de Artefact, les sneakers virtuels rachetés par Nike. Moi, je suis un grand passionné de sneakers. Nike est forcément une marque qui, comme tu l'auras compris par moi, ma connexion avec l'écosystème du marketing ne peut que me rendre admiratif depuis toujours. Je pense que s'il y a une idée aujourd'hui qui existe, que j'aurais aimé avoir, ou en tout cas développer, parce que on le sait, on a beaucoup d'idées, c'est seulement celles que t'exécutes à qui tu donnes, que tu donnes finalement aux autres. C'est celle-ci, en fait. Je trouve que le projet est incroyable, j'adore.
Ouais. J'espère que tu as lu la bio de Phil Knight. Bien sûr. Ok, sinon j'allais dire je vais te l'offrir, mais il faut absolument aller. C'est gentil, effectivement assez fascinant. Ouais, complètement. Génial, écoute. Alors on va parler un peu plus de tes bottes secrètes maintenant, et on va commencer par ce que vous faites chez BEM Builders. Selon toi, qu'est-ce qui vous permet de vous finalement démarquer de la concurrence ? Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de concurrence dans ce que l'on fait, puisque j'ai l'impression qu'on appréhende l'expérience des mondes virtuels d'un nouveau genre. On n'est pas du tout un studio de jeux vidéo, on n'est pas non plus une agence marketing. On a essayé de se positionner à mi-chemin entre l'expérientiel version marque et l'expérientiel version pilier du monde virtuel, et dans comment il allait influencer le comportement de personnes physiques avec notre avatar dans les mondes virtuels. Donc, j'ai l'impression qu'on fait déjà quelque chose d'unique, assez singulière, et on essaye de pousser ça. On a toujours un ratio entre l'expérientiel marketing aligné avec notre projection et le côté prospectif d'usage du monde virtuel. Ouais. Ok, donc à l'échelle internationale, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'agences qui sont sur le même secteur que vous. On n'est jamais au courant. Bien évidemment, il y a forcément quelqu'un qui est en train de répondre à ces mêmes questions sur un autre podcast à l'autre bout du monde. Ce qui me semble important, c'est comment actuellement dans ce marché en formation, nous, on appréhende les choses avec une forme de longévité, de stratégie long terme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas exclusif à une plateforme ou exclusif à une marque. On a envie, au contraire, d'aller tout explorer, d'aller tenter plein de choses, parce que seulement avec le recul, on pourra justement définir ce qui marche moins, qu'est-ce qui est mature pour l'appréhender de manière plus long terme. Ouais, bien sûr. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu fais pour être meilleur au quotidien, tu vois, dans tes fonctions Je prends le feedback de mes associés. Ouais. J'ai récemment découvert ce qu'on appelle le MO2I. Alors, ça va paraître être un podcast où on fait du name dropping de plein de manières et de plein de méthodes. On parlait de l'ikigai. Le MO2I, c'est un mode opératoire dans lequel on est dans l'excellence. Alors pas l'excellence de je suis prétentieux, je suis excellent, pas du tout, mais plutôt dans ton enfance, à un moment donné, t'as déclenché un mode opératoire qui aujourd'hui t'amène à ce que dans le pro et dans le perso, ça ne demande aucun effort, ça crée de la valeur, ça te paraît presque naturel. T'en as pas forcément conscience, mais ce processus-là de définition du MO2I t'amène à le définir. Okay. Et quand on fait finalement, quand tu en fais la définition, quand tu en prends conscience, eh bien ça t'amène à observer quand est-ce que tu le déclenches, quand est-ce que tu le déclenches pas, et même de choisir. Parce que comme c'est naturel et presque instinctif, t'en as pas toujours conscience, surtout quand tu le connais pas encore. Même si tu as une petite idée, si tu commences à te connaître au fil des expériences que t'as vécues, tu te découvres un petit peu mieux. Sure. Et j'ai récemment fait ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça complètement dingue de pouvoir mettre des mots dessus, de pouvoir même l'expliquer, parce qu'il y a des situations où tu ne te comprends pas avec l'autre. Et je parle vraiment dans toutes les perspectives de ta vie, qu'elles soient pro, familiale, le couple, le social, le professionnel aussi. Et c'est génial parce que quand tu peux l'expliquer, quand tu peux le comprendre, quand tu peux savoir quand ça se déclenche, bah tu peux jouer avec. Tu peux décider de le faire, ou tu peux dire non, là je sais que ça va être facile, je sais que je pourrais être à fond dedans, mais non, là en fait ça sert à rien, ça n'apporte pas de valeur, donc je prends du recul, etc. Ouais. T'as découvert ça comment ? J'ai découvert ça parce que je m'intéresse beaucoup à ces méthodes un peu qu'elles soient spirituelles ou non. Là, c'est pas tant spirituel, mais il y a plein d'expériences que j'adore aller découvrir. Donc voilà, dans ces recherches là, et là pour le coup, ça a été un cadeau qu'on m'a offert parce que la personne qui me l'a offert sait, je pense, que j'aime bien ce genre d'expérience, et c'est un super cadeau. Donc voilà, je sais pas si ça m'aide à progresser, mais en tout cas ça m'aide à mieux me connaître. Ouais. Alors justement, c'est ma question d'après, mais y a pas de problème. Tu me fais le pont, c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais pour progresser ? Comment tu fonctionnes ? Est-ce que c'est par des lectures ? Est-ce que c'est par l'introspection ? Quelles sont un peu tes méthodes justement ? Moi, je suis pas forcément dans le fait de conscientiser au point de voilà, il faut que je progresse là ou là. Comme tu l'auras compris, je pense que l'échange avec mes associés est tellement enrichissant que c'est probablement là que je viens trouver un juste équilibre, trouver une source d'inspiration. Il y a des choses liées à la compréhension de soi-même que j'adore initier. On parlait du MO2I, la définition de son Ikigai. Je pourrais t'en citer
pléthore, de la psychophanie à l'astrologie humaniste, etc. Mais je pense que c'est plutôt moi, ma manière d'appréhender ces expériences qui me permet peut-être de progresser. C'est, moi, je suis à fond dans ces expériences-là qui s'ouvrent et en fait je suis tellement ouvert et ça me fait trop plaisir qu'on vienne me challenger, ça fait trop plaisir qu'on vienne me rentrer dedans et même de mes équipes, de mes associés, tu me mets des coups de poing et je les accueillerai pour justement me dire ouais comment je viens moduler un peu plus. Je pense pas du tout être têtu ou même avoir un ego qui me permet peut-être de pas forcément voir les choses comme les autres les verraient. Je pense avoir une vision. Et c'est important, notamment quand t'es le CEO d'une boîte, il faut que tu apportes une vision. Il faut que tu puisses fédérer les gens avec toi, mais ça ne veut pas dire que je vais venir définir le rôle de chacun et finalement superviser chacun. Au contraire, j'ai une vision, elle est commune. Si les gens sont embarqués avec cette vision-là, après c'est à eux justement d'apporter de la valeur et justement parfois même à moi de me remettre en question. Ouais, bien sûr. C'est assez singulier quand même comme approche, je pense. Ah bon? Ouais, je pense que c'est faut faire quand même un bon travail sur soi pour en arriver là. Et tu vois, le challenge, challenger c'est bien, l'être tout le temps, accueillir ça à bras ouverts, c'est quand même dur de devoir se remettre en question. Après ils sont bienveillants, hein, ils viennent pas me percuter avec je t'en parlais, quand ton Ikigai ça rend les gens heureux. Ouais. Il y a encore une fois le fond, la forme, à quelle fin tu vois, tu viens donner du feedback, à quelle fin tu viens potentiellement partager ton ressenti, mais on est dans un ensemble et avec mes associés, on a une même vision et surtout on a un objectif final qui est commun. Donc à partir de ce moment-là, t'acceptes, t'accueilles. Ouais. Alors justement, que ce soit via tes associés ou les autres personnes que tu as pu rencontrer jusque-là, est-ce qu'il y aurait un conseil que l'on t'a donné qui t'a vraiment marqué dans ta vie et que tu aimerais transmettre aujourd'hui? Alors c'est drôle que tu me poses cette question. C'était avec tous mes associés d'ailleurs, on dînait ensemble et on essayait de partager une petite phrase qui revenait souvent en nous quand t'es face à une situation qui nécessite peut-être de prendre une décision qui soit pas facile ou de te mettre dans un état d'esprit adapté à la situation. Et moi, il y en a une, je l'adore. Elle est très simple, hein. Il n'y a qu'un passage. Ok. Et la métaphore ou l'image que j'ai de cette phrase, c'est tu sais, sur des auditions sur scène, ça arrive quand tu vas être, je sais pas, pianiste, acteur, ou tu passes devant cette espèce de jury posé au premier rang et tu rentres d'un côté, tu viens faire ce que t'as à faire et tu sors. C'est le passage unique. Il y a qu'un passage. Tout ce qui va se passer à ce moment-là va déterminer la suite. Ensuite, tu te barres et tu pourras plus revenir sur scène. Et ben moi, je pense que cette phrase-là, elle me revient toujours en tête dans une grande majorité des choses que je fais. Il y a qu'un passage. Voilà. Et donc, après, peu importe ce que tu veux en faire de ce passage-là, comme je t'en ai parlé, moi, je veux le vivre à fond, avec de l'intensité, à bras ouverts, j'accueille, je veux vivre le truc sans regret, bien évidemment. C'est un peu bateau de dire ça, mais je le vis à 200% parce que je sais que comme il n'y en aura pas deux, eh ben, j'ai envie de tout mettre dans ce passage unique. Voilà. Donc, il n'y a qu'un passage. Très bon. J'en avais un peu différente qui est on n'a qu'une seule occasion de faire bonne impression. Qui est un peu différent. Oui, mais c'est plutôt lié à l'impression. Et moi, c'est aussi par rapport à comment je veux vivre la chose. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel tu aurais aimé travailler, que tu n'as pas eu le temps jusque-là, mais dans un objectif futur, voilà, ça peut être une compétence, ça peut être un sport, voilà, un travail sur toi à faire, de la méditation, que sais-je, voilà, quelque chose que tu aimerais consacrer éventuellement du temps et qui te trotte comme ça dans l'esprit. Souvent me revient cette envie de la discipline que je trouve assez incroyable. Il y a des personnes qui ont une discipline et qui permettent potentiellement de faire plusieurs choses parce qu'ils allouent du temps, plusieurs choses à la fois, ou même dans un métier, par exemple, moi dans mon métier au quotidien, d'avoir une discipline, par exemple, si on parle, tu sais, au développement d'une boîte, tu vas devoir vendre, donc discipline de gérer tes clients, tes prospects, etc. Donc, je me suis toujours dit, j'aimerais prendre le temps de venir mettre en place une discipline par rapport à ça. C'est probablement quelque chose que je ferai un jour. Je sais pas si le moment est bienvenu. Je sais pas si c'est tellement
à l'opposé de ma personnalité, que c'est finalement utile. On me l'a d'ailleurs dit, hein, mais est-ce que Nils, ça fonctionne pas mieux autrement? Mais j'aime beaucoup la notion de discipline. Je la trouve forte, je la trouve être la traduction d'une certaine maîtrise de son temps, de son énergie, de sa rigueur. Ça veut pas dire que je n'arrive pas à atteindre des choses qui sont des objectifs ou qui nécessitent peut-être de la discipline, tu vois. Avec Quentin, on est allé courir le marathon de Paris là il y a quelques semaines, ou il y a plusieurs mois en fonction de quand l'épisode sortira. Mais ça a nécessité une petite discipline, et je me rends compte que finalement ma discipline, elle est peut-être pas traduite comme celle que j'observe chez les autres. Mais ouais, j'aime bien cette notion de discipline, peut-être parce qu'elle est assez opposée à mon mode de fonctionnement, mais c'est là où, tu sais, on parlait de zone d'inconfort et tout, on vient se challenger. Ouais, bien sûr. Tu vois, juste avant, tu me parlais de perception, en référence à ce que je venais de dire. Faut faire attention à la perception, à la discipline des autres. Ouais. Ce qu'on voit versus ce qui se passe vraiment, il y a toujours un gros décalage. Bien sûr. Et bien puis, sûr. La discipline peut apporter une certaine forme de rigidité qui peut bloquer sur certains points. Donc, c'est toujours à moduler, mais effectivement, c'est toujours intéressant. Je suis loin de me lancer dans une discipline presque militaire, pour revenir à un schéma que tu connais très bien. À mon avis, il y a un entre-deux, mais c'est intéressant d'aller piocher, je pense, assez éloigné de ce que toi tu es, pour justement voir si ça peut apporter de la valeur. Bah, tu vois, c'est ce que je trouve le plus compliqué, c'est l'entre-deux. C'est soit... En fait, ce qu'il y a de facile, c'est soit tu ne fais pas, voilà, c'est très simple, soit tu fais à fond, parce qu'en fait, tu n'as pas d'autre échappatoire, tu n'as pas d'autre option, c'est extra rigide, mais en fait, t'as pas d'autre choix, tu te poses pas la question de, ok, est-ce que je m'accorde cette souplesse ou pas? Mais ce n'est pas tenable sur le long terme. Ce qui est dur, c'est de trouver l'entre-deux et de se dire, bon, ok, sur ça je lâche, sur ça je lâche pas, qu'est-ce qui est primordial, sur lequel je peux être un peu plus souple. C'est vraiment... pour moi, le vivre et l'expérimenter, je trouve que c'est beaucoup plus simple de toujours dire non, tu vois, que d'avoir un peu cette entre-deux. Alors, effectivement, là, pour moi, t'abordes la forme. C'est-à-dire la discipline de, par exemple, si je reprends l'exemple du marathon, désolé, c'est plus perso que pro, mais de dire il faut que je cours 3 fois par semaine parce que le programme amène à avoir cette discipline-là. C'est la forme. Le fond, c'est quoi? C'est de se préparer en termes cardio, en termes d'effort, en termes de pouvoir résister aussi à ces notions d'endurance, etc. Est-ce que ça nécessite d'avoir cette forme-là, ou est-ce que tu peux le travailler autrement? Et moi, franchement, à partir du moment où j'ai défini que mon objectif c'était de le finir, est-ce que ça correspond à ce que tu attends, ou est-ce que tu peux travailler différemment sur la forme? Et la discipline, c'est adapté aussi à ce que tu veux atteindre. Donc c'est en fait que du plus. Quand tu dis c'est soit rien, soit tout, est-ce que t'es content en ne faisant rien? Non, parce que sinon t'aurais pas l'idée d'aller t'inspirer d'ailleurs. Et si effectivement l'extrême inverse de faire exactement de manière beaucoup trop stricte tout ça, c'est que forcément ça n'apporte pas que du positif. Donc désolé, c'est bateau de dire ça, mais trouve le juste milieu juste par rapport à toi, ce qui te motive et sur quoi t'es à l'aise. Bien sûr, mais j'ai pas dit que ça c'est l'objectif. J'ai juste dit que c'était le plus dur. De faire ce avec quoi t'es à l'aise et ce que tu aimes. D'arriver à l'entre-deux, en fait. D'arriver au juste milieu. C'est pas l'entre-deux, c'est toi ton juste équilibre. Oui, ton juste équilibre, tout à fait. Non, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais rencontrer en France? Ça peut être un ou une artiste, un ou une entrepreneuse, chanteur, etc. Quelqu'un avec qui tu aimerais passer 1 heure à discuter un peu des sujets que tu veux. Mais voilà, un peu de bouteille à la mer. Quelqu'un qui t'inspire. Alors moi, je suis un grand fan, tous mes potes le savent, de Zizou. Ouais. En fait, quand on me demande, je sais pas si t'as déjà entendu cette question de qui est-ce que tu aimerais être mais que tu ne seras jamais. Ok. Et je la trouve incroyable cette question. Et quand on me l'a posée la première fois, la première personne qui m'est venue en tête, c'était Zidane. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi et comment c'est lié à toi, ton comportement. Mais moi... 2 coups de boule, on parlera pas du 3e, pour marquer 2 buts en finale de la Coupe du Monde et créer l'émerveillement dans le cœur de 60 millions de personnes en faisant quelque chose d'assez incroyable comme ça. Je parle bien évidemment de la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil en 98, mais mais t'imagines cette capacité d'aller générer le bonheur et l'émerveillement chez autant de personnes en faisant un truc unique. Et ça me fascine. Et pour ça, et pour bien évidemment plein de choses, on parlait de la discipline, etc. J'ai aussi lu pas mal de bouquins à son sujet. Non, moi Zidane, c'est
fascination. Ouais, je te comprends. Et si tu nous regardes, bouteille le message est passé, bouteille à la mer. Génial. Merci beaucoup Neil. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un épisode futur? Absolument. Mon ami Dounia qui a lancé un projet qui va te parler parce que c'est aussi dans les médias, s'appelle New Society. Elle appréhende le Web3 à travers le lifestyle, à travers un contenu hyper accessible que j'adore puisqu'on le sait, mais tous ces termes-là et toutes ces logiques autour du Web3 sont parfois un peu geek, un peu éloignés, qui font quand même souvent partie d'un microcosme élitiste. Et aujourd'hui, elle lance un média donc qui s'appelle New Society. C'est un site internet. Il y a un bookzine qui va sortir en septembre 2023, qui est peut-être déjà sorti du coup. Non, quand même pas. Du coup, une entrepreneuse. Génial. Elle initie son projet en ce qu'on appellerait en solopreneur, même si elle a beaucoup d'associés, des personnalités du Web3 que tu connais aussi, Bilal de Dogami, il y a Sébastien Borgé et d'autres personnalités du Web3. Donc assez fascinant comme projet et je pense que cette passion pour le média, pour le contenu vous amènera à avoir probablement une super discussion. Génial, bah écoute, je la recevrai avec plaisir. Neil, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes réseaux, BEM Builders Voilà, BEM.builders, donc c'est pas .com, c'est BEM.builders, c'est notre site internet. Sinon moi sur LinkedIn, Neil Robert. Voilà, je pense que c'est là où je suis le plus actif et où on peut suivre l'actualité de BEM Builders. Génial, bah écoute, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Neil, merci encore, c'était vraiment top. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est nécessairement que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode, mettre un commentaire et puis tout simplement vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!